Régénération Caraïbes, le podcast. Régénération. Écoute. Bienvenue sur Régénération Caraïbes, le podcast de la transition écologique dans la Caraïbe. Je suis Bertrand Viret, fondateur du bureau d'études en environnement Filao Ingénieur Conseil. Aujourd'hui, nous allons parler de souveraineté alimentaire, nous allons parler de recyclage, nous allons parler d'entraide, milieu associatif, avec une question qui est celle de l'autonomie ou la souveraineté, savoir si on est capable de vivre de façon autonome avec nos ressources locales sur nos petites îles. Et pour ça, nous avons avec nous aujourd'hui Karim Kebaili. Karim, qui est le fondateur de l'association Aquaponie Antilles. Bonjour Karim. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Bonsoir les internautes. Bonsoir le monde. Karim, tu as fondé cette association en Guadeloupe il y a combien de temps? Plusieurs années déjà 2016. Donc voilà, pour faire le calcul. 2016. Donc ça fait 7 ans. 7 ans déjà. Voilà. Tu peux nous dire en fait c'est quoi la mission? Qu'est-ce que vous faites? Pour être simple, c'est promouvoir l'aquaponie comme alternative en fait à l'agriculture ou à l'aquaculture même, dans tout type de milieu, en milieu urbain, en milieu agricole, et surtout vulgariser ça auprès des populations les plus fragiles, faire comme des jardins partagés en fait, mais en aquaponie et en quartier prioritaire. Donc c'est faire ça, quasiment faire du social via l'aquaponie. Alors l'aquaponie, comment ça marche? C'est quoi, en fait, en quoi ça consiste pour ceux qui ne connaissent pas du tout? C'est tout simplement une technique de culture de fruits et légumes, de plantes à feuilles, enfin tout ce qui se mange, quoi, qu'on pourrait mettre dans un potager, et parallèlement à ça, avoir un élevage de poissons. Donc en fait, l'idée globale, c'est sur une année, on va faire pousser des aromates, faire grossir des poissons, puis en fin d'année, on fait des grillades et on a tout ce qu'il faut avec. Et ça s'entretient. En fait, c'est un système, c'est ça qui est incroyable. Moi, j'avais visité une des installations. Les excréments des poissons nourrissent les plantes qui filtrent l'eau, qui resserrent aux poissons. C'est comme, tu peux nous expliquer? Oui, c'est une boucle, tu y étais presque, il manquait, je crois, un organisme vivant. Donc il y en a deux, tu l'as cité, les poissons, les plantes, ouais. Mais les bactéries sont essentielles. Donc en fait, les poissons font caca dans l'eau, ouais. Ensuite des bonnes bactéries, vont transformer les substances toxiques qui est dans le caca, on va parler là d'ammoniac, ouais. Et ensuite les transformer en une substance qui est assimilée par les plantes. Donc du coup les plantes se nourrissent et filtrent l'eau. Donc tout le monde, en fait, tous ces 3 organismes vivants vont participer à un écosystème, un mini-écosystème qu'on va contrôler, ouais. Et avec lequel on va se nourrir. Et alors tu parles d'aromates, mais est-ce qu'on peut faire d'autres choses, genre des tomates? Des salades, des tomates, des courgettes, des aubergines, des piments, ça marche très très bien le piment. Ce qui marche aussi très bien quand on débute, c'est les plantes à feuilles. Donc laitue, chou, puis d'autres aromates à feuilles. Pourquoi tu dis quand on débute, quand le système débute? C'est plus simple de faire des plantes à feuilles en fait. D'accord. Voilà. Donc étant donné que actuellement les choses qu'on gère de manière publique, je parlais de quartier prioritaire, donc sont gérées par les résidents eux-mêmes. Ils ne sont pas professionnels et certains n'ont pas été spécialement formés, donc on essaye de faire le plus simple possible. D'accord. C'est pour ça que je dis, quand on débute, là, on fait des plantes à feuilles. Et après, on peut aller vers des tomates. Concrètement, le système te permet... Alors, c'est quoi les poissons que tu mets Est-ce que ça marche avec n'importe quel poisson? Des poissons d'eau douce. Donc, en Guadeloupe, on va retrouver le rouget créole, qui est de la famille des tilapias, mais qui est un poisson rouge. Ouais. On peut aussi faire des wassous. Ah ouais. On n'a pas la compétence spécialement sur le wassou, donc et puis on fonctionne quand même assez en associatif, donc ouais. C'est de la coopération, je dirais, de recherche. Ouais. Plusieurs membres ont essayé, et à chaque fois les wassous s'entretuent.
Donc voilà, c'est pas la même chose que les poissons, c'est juste une autre façon, un autre type d'élevage. D'accord. Plus avec de l'espace, de la surface, que Ouais, du volume. à une autre échelle. Voilà, si vous avez un étang et que vous voulez faire des oiseaux, oui. Ouais, Si vous avez juste un bassin. un cubi, Ouais, c'est des ça. poissons qu'il faut faire dans un C'est cubi. ça. Voilà. Ouais. Et du coup, c'est ça le truc qui est super avec ce système, c'est qu'en fait, on produit sur peu d'espace, non? Exactement. Ouais. Tu as besoin de combien d'espace au sol pour un système? On démarre à 1 mètre carré. 1 mètre carré? 1 mètre sur 1 mètre. Et puis on va aller vers le haut aussi, donc 1 mètre cube. C'est 1 mètre cube de poisson. Avec 1 mètre cube, on va faire 50 kilos de poissons à l'année. 50 kilos à l'année. Ça Oui. veut dire qu'on se nourrit quasiment toute l'année. Ça nourrit quoi, une famille, ça ou non? Oui, mais Non. sauf que quand je dis 50 kilos à l'année, c'est 2 fois 25 kilos en fait. C'est 2 cycles de grossissement de poissons. D'accord. Et du coup, 2 fois 25 kilos, on ne peut pas non plus prendre qu'au tout début quand ils sont tout petits. Ou alors il faut plusieurs bacs. Voilà, c'est dans l'élevage. Plusieurs hein, bacs et puis partager. Voilà, faire des rotations comme on va faire sur les plantes qui ont certaines des cycles beaucoup plus courts, comme la laitue. D'accord. Tous les mois, on fait un atelier à l'Oricisque pour Mettre en planter et récolter. Donc, on a 200 plantes à peu près. Sur plusieurs systèmes alors. Non, sur un système. Sur un système. Ouais, on a Ok. 200 plantes, ouais, c'est un petit peu plus gros. Hein. On a Ok. 2 bacs de poissons là. D'accord, ok. Et ça, c'est l'avantage du milieu associatif. Du coup, en fait, dans l'association, Mhm. vous aidez les gens à mettre en place des systèmes, vous Oui. les mettez, vous les construisez, comment ça marche? Il y a 3 niveaux, je dirais, de prestations, dont une qui n'est pas vraiment une prestation, c'est juste le fait d'être membre de l'association Aquaponie Antilles. C'est de profiter du réseau déjà. On est quand même 90 membres sur la Guadeloupe. Et le groupe de discussion où il y a pas mal d'infos techniques qui sont locales, hein, avec des solutions locales aussi, qui circulent sur ce groupe. Donc ça, c'est un niveau, je dirais, avancé de la personne qui est bricoleuse, D'accord. en gros. Ouais. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'atelier participatif. C'est comme un chantier participatif, c'est une étude. Ouais. Donc, tu sais faire des études, et voilà, et avec coûts, liste de fournisseurs, éventuellement un croquis, des choses comme ça. C'est toute une étude. Et là, la personne, par contre, elle est responsable d'acheter son matériel, de se débrouiller. D'accord. C'est une étude. Niveau intermédiaire. Donc, vous lui dites, voilà comment faut faire, voilà comment... Mhm. Ok. Mais Quoi acheter. comme c'est un chantier participatif, donc une fois que l'étude, on va dire, est terminée, la personne a tous ses éléments, ses modules, sa plomberie et le reste. Et ensuite, on vient une petite douzaine de l'association avec nos visseuses, nos perceuses, et dans le week-end, on fait le système. En un week-end. Oui, en général, en 2 jours. Un jour, c'est le record, et puis 2 jours, c'est la moyenne. D'accord. Voilà. Et le matériel, l'installation que j'avais visitée, c'était du matériel recyclé. Tu réutilisais des cuves de... Oui, on le fait tout le temps. On arrive à des niveaux genre 90% de matériaux recyclés dans un système. Réutilisé, en fait, c'est ça, ouais. Alors, oui, recyclé ou réutilisé ou seconde main, ça dépend Ouais, comment d'accord. on Vous appelle achetez pas besoin, il y a juste 10% de matériel neuf. ça. Oui, il y a des choses, ouais, genre la tuyauterie, c'est quand même pas évident d'avoir tout le temps les bons raccords, les bonnes longueurs. Ouais. Donc la plomberie, on l'achète, la pompe, Ouais. que quand on récupère une des pompes de piscine, ça demande beaucoup d'énergie. Ah oui. Donc vaut mieux avoir des pompes adaptées. Ouais. Voilà. De toute façon, maintenant, on fonctionne un petit peu comme une coopérative. On a tout le matériel nécessaire pour faire des fermes, carrément. Ah oui. Et le 3e niveau, du coup, j'avais pas fini. Ouais. C'est la personne qui n'est pas bricoleuse. On n'a pas un bricoleur en herbe. Ça va être quelqu'un qui veut un système qui fonctionne tout de suite. Et éventuellement esthétique. Ah oui. Okay. Ben oui. Habillé un peu avec des fois, on fait des choses avec la récupération. C'est un petit peu à l'arrache. Ouais. Donc, ça n'a pas trop d'allure. Ouais. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait pousser et ce qu'on fait grossir dans les bacs. Mais tout le monde ne voit pas comme ça. Donc,
esthétique et fonctionnel tout de suite, ça veut dire c'est un achat d'un système. D'accord. C'est ce qui se fait là actuellement avec certaines institutions en Guadeloupe. On pose le système Alors, et on ferme le personnel. la personne. Ouais. Et alors, c'est bien beau de le poser, de l'installer. Mhm. Après, donc concrètement, c'est une cuve, une pompe, des racks pour. C'est des contenants d'abord. Il faut des contenants pour avoir un élevage de poissons. Donc à partir de 1 mètre cube, donc c'est 1000 litres, 1 mètre Ouais. sur 1 mètre sur 1 mètre. Et pour les plantes, on peut démarrer avec des bacs de 200 litres, 300 litres, tout ce qui peut être un contenant ou qui est alimentaire au niveau du matériau. Ça, c'est une chose de l'installer. Ouais. Donc ça, vous le faites, c'est clé en main. Mais par contre, après, il faut l'exploiter. Ça prend du temps à gérer ça. Si on veut le faire tourner chez nous, combien d'heures par semaine Non, faut qu'on ça fasse c'est justement un des grands atouts de l'aquaponie, c'est qu'il faut très peu de temps. En gros, il faut nourrir les poissons 3 fois par jour. Ça, c'est important. D'accord. Mais nourrir les poissons, ça veut dire jeter une poignée d'aliments. C'est tout. Ouais. Donc en gros, 5 fois 3 minutes par jour. Mais par contre, il faut être là. Il faut être là. Tu peux pas faire ça juste 2 fois? Ça peut être fait automatiquement, mais Ah oui, disons qu'avec si on travaille par exemple avec des débutants, on va conseiller de ne pas utiliser de machine. Parce que justement, c'est un écosystème, il y a de la vie, il faut observer. C'est une technique de permaculture, et une des bases de la permaculture, c'est l'observation. Mhm. Donc on ne conseille pas d'avoir des machines, parce que tout de suite, là, on n'observe plus, puis Et voilà. ça tourne en automatique. Et quand il y a un problème, Ouais. Tu mets l'aquaponie dans la catégorie permaculture, en fait, dans l'esprit de la permaculture. tout à fait. Ouais. Oui. Pour moi, la permaculture, c'est gérer un écosystème, le sien, le plus proche de soi déjà, et puis après, on fait des zones, et voilà. Ouais. Mais là, on crée un écosystème aquatique. D'accord. Alors, tu disais que tu installes tes systèmes pour des institutions et des particuliers. Mais alors, les institutions, c'est lesquelles? Qu'est-ce qui se passe à l'actualité Des écoles. D'accord. Ouais. Ah ouais, ok. Ouais. Il y a un programme, là, étant donné que les choses ne sont pas signées et tout. J'en dis pas plus, mais il y a un programme avec 5 écoles qui donc vont être installées avec un système d'aquaponie. Certaines ont déjà un jardin créole ou un ancien jardin créole. Enfin, ça s'intègre toujours forcément dans un programme pédagogique. Il ne faut pas que ça soit porté par un prof qui a une lubie, parce que sinon ça marche pas sur la durée. Et bon, notre but, c'est pas de vendre un système, notre but, c'est de faire cette promotion justement, et du coup d'avoir quelque chose qui est fonctionnel et qui produit, et du coup qui va sensibiliser les enfants. C'est l'idée là c'est porté par des gens qui ont la fibre agricole, les élus. D'accord. Et donc ils veulent faire la promotion de l'innovation au niveau agricole et des alternatives auxquelles il faut penser, je dirais, par rapport au changement climatique ou même par rapport à la pollution des sols. Et du coup, ça nous ramène à la question un peu plus large de la souveraineté alimentaire. Est-ce que, d'après toi, avec ton expérience que tu as justement sur ce genre de système, on peut envisager d'être souverain, autonome alimentairement? Tout à fait. Mais en fait, c'est une alternative, comme je disais. Donc déjà, il y a pas mal de choses à faire au niveau agricole en Guadeloupe. Ouais. Plutôt que faire de l'export en monoculture et s'intéresser plutôt à des choses qui sont nécessaires au marché local. Ouais. Plutôt qu'importer 80% des aliments en Guadeloupe. Voilà, déjà. Donc, je me place pas spécialement en un grand sauveur avec la technique de l'aquaponie qui va tout résoudre. Non. D'abord, il y a des choses qu'on va pas faire en aquaponie parce qu'on n'a pas envie. Même si ça marche, certaines choses où ça prend trop de place, là, on va sélectionner certaines plantes. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que je pense tout particulièrement à certains sols de basse terre qui sont chlordéconés. Évidemment, on a de la demande pour faire de l'aquaponie, puisque là, on peut se permettre de faire du maraîchage.
Ok. Donc, le chlordécone, pour le maraîchage, c'est pas bon. Non. Mais par contre, quand on est hors sol en aquaponie, Ouais. du coup, ça ne pose aucun problème. Donc, c'est pour ça qu'en général, les agriculteurs de basse terre vont faire des choses plutôt aériennes. Mhm. Enfin, pour ceux qui ont des sols contaminés. Contaminé, ouais. Mais du coup, ils ne peuvent pas faire de laitue, enfin, tout ce qui est maraîchage Eh ouais. classique. Et du coup, l'aquaponie reste une bonne Mhm. alternative pour ces personnes. Et sur des échelles comme ça, ça se fait vous en avez fait ou ça se fait ailleurs à l'échelle Une ferme? d'une ferme, ouais. Oui, bah, nous lançons une ferme, là. Ah ouais. Ça y est, elle est Ah super. opérationnelle sur la partie poisson. Ok. On jongle un petit peu avec les financements et tout ça en ce moment, donc on va doucement mais sûrement, comme ouais. on fait tout le temps. Et du coup, on a une première ferme qui est donc je viens de dire qui vient de commencer la partie poisson, c'est-à-dire l'élevage. D'accord. On va intégrer les plantes plus tard. Et sinon, sur Capesterre, on aura un projet qui est quasiment fini aussi. En fait, on a beaucoup de choses en cours. Qui est la taille d'une ferme en aquaponie aussi, mais qui reste quand même un projet social de quartier, mais de taille commerciale, complètement. Hein. Quand on peut être capable de faire 3 tonnes de poissons à l'année, 3 tonnes. Je pense qu'on parle d'échelle commerciale. La nourriture que tu leur donnes aux poissons, c'est du coup des intrants? C'est un des seuls entrants. Et c'est notre point faible. Mais je peux en parler très fièrement parce qu'on y bosse. Et d'ailleurs, nous nous installons à l'INRA, à Petit-Bourg, pour une coopération. C'est une convention de coopération de recherche scientifique avec l'INRA, avec leurs chercheurs. Nous, on est associatifs, eux, ils sont chercheurs. Et on a quand même trouvé des recettes d'aliments à base de produits exclusivement locaux qui ont l'air de bien fonctionner avec le poisson. Pour les poissons, ok. Et du coup, on sera capable de boucler la boucle, c'est-à-dire on n'a plus d'intrants. Attends, ça veut dire que ce que tu produis... Il faudrait quand même un petit peu de déchets, hein, parce que quand même on perd... tout se transforme, on est d'accord. Oui, rien ne se perd, tout se transforme, mais quand même on perd en énergie, il y a des petites choses. Donc on ne peut pas être autonome sur soi-même, sur son propre système. Mais en travaillant avec des coopératives agricoles qui ont des gisements de déchets alimentaires, on peut transformer ça en insectes. Ensuite, qu'on transforme en farine d'insectes, qu'on mélange avec après, là, ça reste du végétal local. On va tenter plusieurs recettes qui ont déjà bien marché au niveau associatif et ensuite qui sont transformées en paillettes, en granulés. Wow. Pour nourrir les poissons, mais ça, c'est de l'aliment produit localement. Donc, tu crées des protéines avec des déchets. Avec du déchet végétal. Des restes de déchets que végétal, d'ailleurs, oui. C'est genre des larves ou des trucs comme ça? Des larves d'une mouche qui s'appelle Black Soldier Fly. C'est la mouche soldat noire. Oula. Qui se trouve partout. Ok. Et qui a des très très grosses larves, qui est un des premiers agents de décomposition. Et c'est des larves que vous récupérez? Et c'est les larves qu'on auto-récolte et qu'on transforme ensuite en farine. Waouh. Là, c'est même, vous avez même créé un nouvel aliment. Ah oui, bah oui, mais c'est l'idée. C'est de justement avoir. C'est là où je disais on avait une faiblesse. Ça devient une force. Une nouvelle opportunité. Du coup, c'est une opportunité d'aller même au-delà parce que. Après, l'aliment animal, il y a des petites différences, mais tout le monde a besoin de protéines et de fibres et d'oligo-éléments et tout ça. Donc, Puis au niveau de la chaîne alimentaire, ça semble quand même pas mal parce que les insectes, c'est ce dont quoi se nourrissent les poissons. Mais c'est très bien là du coup parce que le rouget créole est un omnivore et du coup, au lieu de lui donner une protéine végétale qui serait plus adaptée par exemple pour une carpe végétarienne, on a là l'insecte qui est un peu entre les deux, comme l'omnivore. Donc c'est très bien, ça pourrait sûrement nourrir les porcs aussi, qui sont omnivores. Les poulets certainement. D'accord. Il y a des opportunités énormes, mais on voit ça à l'échelle locale seulement en fait, c'est-à-dire
s'il faut aller chercher un ingrédient à l'extérieur, c'est pas intéressant. Est-ce que elle est née où, l'aquaponie? Est-ce que c'est un truc ancestral qu'on a... C'est ancestral, oui. Ah ouais? Oui. On peut pas dire qu'elle est née à tel endroit, à tel moment, ou alors faudra vraiment être archéologiste, hein, parce que déjà ça remonte à l'époque des Aztèques. Ça existe toujours d'ailleurs au Mexique, ça s'appelle Chinampas. Ok. Mais ça, apparemment ça nourrissait la capitale aztèque, Ah ouais. entre 500 000 et 1 million de personnes quand même. Waouh. Ça nourrit pas mal son monde. Et après, c'est une théorie, c'est les jardins de Babylone. Comment ils faisaient des jardins à hauteur comme ça? Il y a de grandes chances en fait que c'était de l'aquaponie ou de l'hydroponie ou quelque chose de très proche. D'accord. C'est de comprendre qu'est-ce que les plantes ont besoin, même en dehors du sol. Ouais. Donc c'est ancestral, et puis ça a été repris, redécouvert par un chercheur, un professeur dans les îles Vierges, l'université des îles Vierges américaine. Américaine, ouais. James Rakossi, qui a publié toutes ses recherches, parce que c'était en fait un universitaire et un aquaculteur au départ. Et en fait, il cherchait une technique pour gérer la pollution qu'un élevage intensif crée sur l'environnement. D'accord, de poissons, ouais. Oui, mais tous les élevages, en fait. Si on prend le cochon, en Bretagne, ils savent ce que ça peut produire en élevage intensif. Ouais. Et là, il a redécouvert, à mon avis, en fouillant un peu, il s'est rendu compte, mais les plantes, elles aiment ces effluents d'élevage, donc voilà. C'est il y a 30 ans. Ça a 30 ans à ce niveau-là, et en France, ça a 10 ans. On est super en retard. Ouais. Il y a très peu de recherche, en fait, en France, à ce niveau-là. Du coup, là vous allez faire des recherches avec l'INRA. Vous allez participer Oui, voilà. C'est sur l'aliment du poisson. C'est pour ça qu'on souhaite boucler la boucle. Parce que c'est la seule chose qu'on fait entrer pour faire tourner cet écosystème. Ah oui, je comprends. Et il y a une question aussi qui est parallèle à ça, c'est que pour produire de la viande, de la protéine, on va dire animale, on crée beaucoup de consommation d'eau, on crée aussi beaucoup de CO2. Et là, avec ces systèmes-là, du coup, on consomme quasiment pas d'eau parce qu'elle est en circuit fermé. Oui, c'est ça. Et en termes de production de CO2, on doit être probablement vachement plus bas. Vu la quantité de plantes en plus, je pense qui absorbe le carbone, peut-être même que vous êtes positif. Oui, ce serait peut-être bien positif, mais je me suis jamais intéressé à ça. Mais ça, c'est... Et on produit beaucoup d'oxygène, du coup, avec ces plantes. Ça serait super intéressant de regarder. Tu sais, pour... Oui, au mètre carré, ça doit se calculer. C'est comme le nombre de... Le CO2 absorbé par kilo de viande produite. Alors, l'aliment qu'on donne, même si, parce que j'ai l'air de pas être content avec mon aliment, mais il est certifié durable. Mais à partir du moment où il a traversé l'Atlantique, on estime qu'il n'est pas durable, nous. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, c'est vrai qu'au bilan, si on faisait un bilan carbone, on a dit de vos aliments, machin, plus les matériaux recyclables, oui, c'est vrai. Je pense qu'on serait tout le temps positif. Puis on est autonome en eau en général. C'est ça. On n'a pas parlé de l'eau, mais... Est-ce que vous la récupérez, l'eau de pluie ou... On travaille que avec de l'eau de pluie. On évite de mettre de l'eau du robinet. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et l'eau de pluie n'est pas polluée ici. Moi, je ne trouve pas. Vous avez fait des et puis même juste au niveau pH, qui est déjà important, elle n'est pas acide du tout. Et c'est pourtant un signe d'eau de pluie polluée. C'est l'acidité. Puis l'acide, tout ça. Et non, ça a l'air bien ici. Et les poissons aiment. On a un bon feedback des poissons. Ouais, poissons grillés. Non, ils sont heureux. Ah, vous avez le feedback des poissons même, pas des gens qui mangent les poissons. Non, les poissons, ça se voit, ils sont bien. Ils sont bien dans cette eau. D'accord. C'est de la pluie. Vous avez installé des systèmes dans des... C'est comme ça que j'ai entendu parler de toi tout récemment, là, avec des bailleurs sociaux. Oui. Où c'est en cours, où ça va se faire? Non, c'est déjà opérationnel et il y en a plusieurs. Donc le premier, j'en ai un petit peu parlé, c'est à Loricisque. Ouais. Rue Neil Armstrong. Nous avons une petite installation d'une douzaine de mètres carrés de culture, juste pour la partie plante. Et puis 2 bacs de poissons avec la filtration, casse technique. J'ai un petit jardin partagé en fait sur une parcelle de 300 mètres carrés qui appartient à Sicoa.
Et, D'accord. donc, on a une convention et ils en veulent une deuxième ailleurs et on est approché par d'autres bailleurs. Ça, c'est géré du coup après par quoi? Une association de locataires ou qu'est-ce qui s'occupe C'est de ça? l'idée. Actuellement, donc, on travaille que avec les résidents. Ouais. Donc, on recrute, en fait, même s'ils sont bénévoles. Les résidents s'inscrivent au projet. Et ensuite, on a un atelier tous les mois où on explique différentes techniques et en même temps, on récolte. C'est-à-dire qu'ils plantent. Je donne un exemple, on va planter une fois 150 laitues. Un mois plus tard, il y a un autre atelier, on récolte et on replante autre chose. Et éventuellement, si on a planté autre chose que des laitues, genre du céleri, là on avait fait des jus de céleri. D'accord. Il y a une fois, on a fait du pesto avec du basilic, parce qu'on avait 100 pieds de basilic. Donc il fallait gérer ça. Ça faisait 8 kilos par mois. Faut en faire quelque chose. Et ça, tu arrives à avoir tu sens un engouement? Est-ce que ça attire du monde? Ah oui, totalement. Pas seulement pour dans les quartiers, mais même des professionnels pour des toitures, des zones commerciales, Ah ouais. d'autres. Des restos ou des... Oui. Là, c'est prévu il y a un projet sur Marie-Galante avec un système d'aquaponie du coup esthétique, parce que Ouais. non seulement c'est beau, parce que bon, il peut y avoir des aquariums, des compositions florales ou végétales, même comestibles. Et derrière, ça, c'est un gage de fraîcheur. Ouais. Parce que, en plus, ça devrait être un restaurant asiatique. Mais justement, en Asie, les produits sont choisis dans l'aquarium. Si vous voulez manger un poisson, vous choisissez votre poisson. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc ça, c'est une plus-value aussi pour les restos d'ici. Là. Oui. Et en plus Complètement. de ça, du coup, c'est de la matière première presque gratuite. Bah, faut payer les aliments des poissons. Oui, voilà. Ouais. Ça coûte cher, ça? Non, pas vraiment. Sinon, on s'en sortirait pas. Mais on espère quand même, du coup, faire baisser ce coût qui représente quand même un tiers, on va dire, du coût du poisson. Je compte pas vraiment le temps, puisque là, on le fait tous bénévolement. Mais ça, c'est le tiers du prix de vente si on vendait le poisson. Disons qu'en le faisant nous-mêmes, cet aliment, je pense qu'on est capable de diviser ce coût par 3 encore. Ah oui, c'est-à-dire que là, actuellement, en achetant la nourriture qui va bien, que vous importez, mais qui est durable, qui traverse l'Atlantique, ça reviendrait en fait à payer le poisson le tiers du prix qu'on l'achèterait dans le commerce. Pour celui qui l'élève, oui. Voilà, c'est des coûts qui sont... déjà là, actuellement, c'est le tiers. C'est si ça. vous élevez vos poissons vous-même, vous payez le tiers de ce que vous payez dans le commerce, le poisson. Bon, ça demande du temps, un petit peu de... Ouais. Mais c'est très ludique, hein, de toute façon. Ouais, c'est ça. Les gens, ils passent des heures à regarder leurs poissons. Non, mais c'est ça. Et puis après ça, ça peut être encore diminué avec les nouveaux aliments qui sont en cours d'élaboration. Et puis avec plus de souveraineté. Du coup. 100% local. On n'aura pas à attendre que le bateau arrive. Exactement. Ouais, exactement. Alors, il y a un sujet aussi dont je voulais parler avec toi, pour revenir pour boucler la boucle. Là, tu te retrouves à avoir lancé cette association en quête dans la démarche de souveraineté alimentaire, de recyclage de milieux associatifs et aller travailler avec les bailleurs sociaux. Et tu as un parcours en fait qui est assez, on va dire, surprenant. Surprenant, ça dépend d'où on se place, mais tu es passé un peu du tout au tout. C'est-à-dire que... Oui. Raconte-nous ce que je le sais, mais je vais te laisser. Oui. Alors finalement, c'est pas si surprenant que ça. Quand je questionne mes amis qui me connaissent depuis longue date, et ils me disent, mais en fait, tu disais ça à l'époque. En gros, je suis né dans un quartier déjà. Donc je vois bien la problématique de faire des choses dans les quartiers liées au vandalisme et tout le reste, qui des fois ne sont pas forcément toujours des problèmes insolvable. Mais quand on écoute les gens, c'est vrai qu'ils vont dire ah bah non, impossible de faire quelque chose qui peut se casser, qui peut être volé, qui peut voilà. Mais si, c'est possible. Mais c'est une affaire d'humain en fait. Et du coup, c'est là le lien. Okay. Donc
Après être sorti de ma cité, en gros, j'ai été vivre à Londres, où je travaillais dans le matériel bancaire. J'ai vécu pas mal d'années. Dans le matériel bancaire, ça veut dire... Dans les distributeurs de billets. Ok, donc vraiment dans le monde du cash. Cash machine, ATM en anglais. J'ai vécu pas mal d'années. Ensuite, j'ai décidé d'aller vivre en Asie. Pour ça, je parlais de l'Asie et je connais bien les restos là-bas. J'en ai fait un paquet. Dans pas mal de pays, en fait, on mange bien frais en Asie. Ça, c'est ça qui est intéressant. Du coup, j'ai continué dans cette voie avec un petit passage en tant que conseiller financier. D'accord. C'est possible, oui, même quand on n'a pas fait finance. Ok. Et ensuite, j'étais déjà en famille. Je vivais à Singapour et on est parti vivre en communauté. Dans le sud de la France. Après, ambiance chèvre et eau de source et on se chauffe au feu de bois. Ça a été brutal. C'était quoi le déclic? Qu'est-ce qui a fait que... C'était sur une longue période, mais en fait, je pense que Singapour révélait vraiment ce qui somnolait en nous. Hein. C'est pas que moi, là, je l'ai fait en famille. C'est que Singapour, on était spécifiquement dans une bulle et on avait une fille qui vivait dans une bulle et qui croyait que le monde c'était ça et que c'était normal d'avoir des gens de maison et d'avoir tout le confort. Très aisé, quoi. Très aisé, oui. On n'était pas expat, on avait des contrats locaux, mais être expat en Asie, tout le monde sait que en général c'est très bien payé. Et puis de toute façon, Singapour est un pays assez spécial, surtout en Asie, qui est très propre, très efficace. Donc du coup, il y a un niveau de confort très élevé. Et pour un enfant qui grandit là-bas, c'est pas forcément ce qu'on voulait inculquer comme valeur à notre fille. Et du coup, ça a déjà déclenché ce que moi, ce qui me trottait dans la tête depuis un moment, c'est d'essayer un autre type de vie. Je voyais bien qu'en fait, le modèle de vie, j'étais jeune cadre dynamique en gros là-bas et ça marchait bien. Mais ce modèle de vie n'était pas viable en fait. Déjà d'un point de vue environnement, c'était déjà visible. On voyait bien que les saisons changeaient un peu partout dans le monde. Je voyageais à fond. Donc j'écoutais vraiment des gens de partout dans le monde qui me disaient il n'y a plus d'été, il n'y a plus d'hiver, il n'y a plus de ci, il n'a jamais neigé avant. Enfin, c'était évident quoi. Qu'il y avait un changement. Après, d'où il vient, je ne commande pas là-dessus. Mais à ce niveau-là, c'était évident que notre façon de vivre avait un impact ailleurs dans le monde. Et on ne pouvait pas le nier. On était suffisamment informés pour savoir que notre impact sur d'autres pays était assez désastreux. Et aussi, je dirais de manière un peu plus ésotérique, c'est un changement de conscience qui s'est opéré surtout en le vivant, en étant dans l'action et en expérimentant un autre style de vie, en essayant vraiment. On avait déjà l'habitude de voyager, de partir donc moi je suis d'origine nantaise, ma femme est guadeloupéenne et on était parti à Londres, après on était parti moi en Malaisie, après Singapour, voilà. Et du coup, c'était pas géographiquement quelque chose de compliqué à faire, mais c'était quelque chose de bouleversant au niveau humain, dans le sens où on a vécu autre chose, un autre type de société, un autre type de vie, qui essaye de s'adapter en plus on vit sur la même planète, on vivait pas en autarcie tout seul dans la montagne. Bon, ok, on était dans la montagne, mais dans un petit village, et voilà, on participait aussi à l'économie locale, en fait. Mais un type de vie totalement différent, ou la vie communautaire. Ce qui a fait que quand on a quitté cette communauté, c'était prévu pour 1 an. Déjà, nous étions un de plus. Voilà, dans la famille. Et c'était impossible de retourner vivre à Singapour. On avait toutes nos affaires là-bas en garde-meuble. Vous étiez parti en fait temporairement à la base. Oui, voilà, c'était une idée d'année sabbatique, mais quand même avec un petit doute sur le retour. Donc on avait tout une garde-meuble là-bas et finalement on a abandonné.
On a regardé la carte du monde, on s'est dit où est-ce qu'on va. L'hiver, ça nous branchait plus. Et puis on s'est dit, mais au fait, t'es guadeloupéenne Parlant de ma femme, bah oui, bah autant aller dans un pays où on est libre. Ça, c'était une autre question qui était importante, c'est d'être libre. Et en fait, quand on veut voyager n'importe où et s'installer n'importe où dans le monde, on n'est pas libre. En Europe, on l'est. Ouais. Puis, en tant qu'Européen, on peut aller vivre n'importe où en Europe. Si vous allez aux États-Unis, en Australie ou n'importe où en Il faut Asie, des papiers, tu peux pas... il faut un sponsor. En gros, il faut être absolument maqué avec un employeur. Ah ouais, c'est ça. Voilà, c'est tout. Donc, et nous, c'était plus trop... C'était plus dans les programmes. plus dans le programme d'être salarié, en fait. D'accord. On avait un petit peu compris la supercherie. Et du coup, on a créé nos activités respectivement. Ouais. Et il y a eu des grands moments de flottement où c'est pas facile de tout changer de vie comme ça. En communauté, c'est simple parce qu'on est intégralement pris en charge. Il suffit de travailler pour la communauté et du coup, on est nourri, logé, blanchi. Ouais. Donc, pas de problème. Mais dans le reste du monde, enfin là, en revenant en Guadeloupe, où il n'y avait pas de communauté, on a réalisé qu'il y avait plein de choses à faire, justement. C'était pas un problème, c'était plutôt une opportunité énorme. C'est qu'il y avait énormément de choses à faire ici. Et l'aspect communautaire, c'est une autre qui est restée dans un coin de notre tête quand même, mais qui est encore plus compliqué à faire, parce que là, c'est encore plus une affaire humaine. Mais développer quelque chose qui, pour moi, avait du sens, c'est-à-dire la souveraineté alimentaire via l'aquaponie, ou même d'autres techniques. Mais là, j'ai vraiment apprécié celle-ci. C'était de travailler avec les gens. Voilà. Si la Guadeloupe était un animal, ça serait quoi? Ah, j'ai pensé au papillon, mais je préfère le colibri en fait. Le papillon, ça fait des chenilles partout, c'est pas pratique. Ouais. Pourquoi le colibri? Parce que j'en vois souvent à chaque fois qu'on met un système quelque part, même en pleine ville. C'est même les résidents qui nous l'ont dit. Ils nous ont dit les colibris reviennent et on les a vus vraiment. Wow. Or, c'est rare entre deux mobylettes et des scooters de voir entraîner des colibris. Et c'est le cas en fait. Ah, c'est génial. Il suffit d'avoir des plantes mellifères. Dès qu'il y a des... Et puis les abeilles aussi, il y en a plein. Donc pour ramener la biodiversité. Mais tu as dit animal, j'ai plus pensé à un oiseau, voilà. Ouais, d'accord. Il y a pas mal d'insectes intéressants aussi. Imagine, tu regardes ta télévision 3D en hologramme en 2043, dans 20 ans. Mmh. Et il y a une super bonne nouvelle qui est annoncée pour l'Arc-en-Tillay, la région en fait. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ce serait que justement il y ait de la coopération réelle, c'est pas juste l'annonce de faire partie de CARICOM et en fait se rendre compte que ça sert à rien du tout. Ou même nous en faisant de la coopération avec Sainte-Lucie réelle, entre là en plus c'est financé par la préfecture, des choses comme ça. Je me rends compte qu'en fait il n'y a pas de coopération. Chacun fait son truc dans son île respective, c'est tout. Ok, vous avez un projet interîle. Et il y a des projets interîles et en plus, il y a des synergies entre les îles. Il y en a qui font plus de ci, plus de ça, qui sont plus axés là-dessus. Chacun, il trouve d'ailleurs, j'espère, tire son épingle pour le tourisme, pour des choses comme ça. Mais il y a réellement moyen de vivre ensemble, en fait. Il y a toujours à l'horizon une autre île. Et ça, au niveau maritime, c'est génial. C'est-à-dire qu'en quelques heures, on peut faire circuler. En fait, on est sur un territoire. C'est juste qu'il y a de l'eau entre nous. C'est vrai, c'est une bonne façon. Et puis en plus, je trouve que la population, enfin moi je connais plus la Dominique, j'ai vraiment l'impression que c'est les mêmes populations. C'est juste qu'ils ne parlent pas la même langue. Mais au niveau de leur attitude, de leur façon de parler, de la culture, je vois bien, c'est les mêmes populations en fait. Sûrement, il y en a, ils sont cousins, c'est obligé. Dominique, ça parle créole aussi d'ailleurs. Oui, en plus, oui. En parlant créole là-bas, on peut très bien se débrouiller. Bon, moi, je suis plus à l'aise en anglais. Mais quand je le fais en créole, ils sont bien contents. Ok, super. Est-ce que tu aurais un livre ou un documentaire ou un média quelconque que tu pourrais
conseillé ou recommandé ou qui t'a marqué justement dans cette transition ou dans l'importance de faire les choses différemment? Alors, un média actuellement à conseiller, tu parles de gros médias? Ou Lomboty ou Loco, Ouais, ça peut être un livre, un média ou... alors, au tout départ, on a vraiment été sensibilisé par ce que disait Pierre Rabhi. Tout simplement, ses paroles. Et comme notre communauté n'était pas très loin de disons, sa zone d'influence, j'ai eu la chance de travailler au hameau des Buis, donc, qui a été créé par sa fille et son compagnon. J'y ai travaillé 2 fois en hiver et en été. C'était voulu, je voulais voir ce que ça donnait vraiment. Quand on parle des maisons bioclimatiques, des choses comme ça m'intéressait vraiment. Donc ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur beaucoup de choses. Ok, bon, Karim, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Et puis, on souhaite longue vie à l'association. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver, il y a un site internet ou des pages sur les réseaux où on peut suivre ou savoir ce qui se passe? Oui, il y a notre site web, donc aquaponieantilles.com. Ok, on mettra les liens. Aquaponie, c'est AQAPONIE et Antilles au pluriel.com. Sur Facebook, en cherchant juste AAA et puis mettant Guadeloupe ou Antilles, quelque chose comme ça. Voilà, AAA, Association Aquaponie Antilles sur Facebook et puis Instagram. D'accord. Bon, on mettra c'est déjà pas mal. Voilà. On mettra tous les liens, ouais, c'est déjà pas mal. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à nous écrire. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Ou à liker, abonnez-vous. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine émission. Écoute. Régénération Caraïbes, le podcast. Régénération. Écoute.